Bonjour à tous et bienvenue sous notre baobab, sous notre arbre à palabre. Donc, aujourd'hui, en fait, on va parler d'un sujet dont j'avais déjà un peu parlé. Je ne sais pas si vous vous souvenez dans mon émission sur le deuil avec mon ami Joe, justement, qui avait perdu sa mère et on avait fait une petite parenthèse sur la santé mentale et comment, en fait, quand elle avait la réaction de son père quand il lui avait dit qu'elle avait, suite au décès de sa mère, elle avait besoin d'aller parler à quelqu'un. Et son père lui avait dit ah non, ça sert à rien d'aller parler à quelqu'un, faut aller prier. Et elle avait dit quelque chose de très intéressant qui est ah mais Dieu lui-même que tu veux que je prie a donné cette aptitude-là à certaines personnes, en fait, d'aider les gens en ce qui a rapport à la santé mentale. Et on va parler avec justement une de ces personnes-là à qui justement Dieu a donné cette aptitude-là, le psychologue Nour Bakayoko. Bonjour Nour, comment allez-vous? Oui, je vais bien. Et chez Ah, vous? oui, ça va super, merci beaucoup. Donc, comme je disais, on va parler de santé mentale, mais je veux vraiment qu'on parle de santé mentale dans notre contexte africain et plus précisément ouest africain. Parce que justement, mon amie Jo dont je parlais, en fait, elle est libanaise, donc je me dis, dans les cultures non occidentalisées, la santé mentale est stigmatisée de la même façon. Mais bon, on est ouest africain, j'aimerais vraiment qu'on se concentre dessus, en fait. Donc, j'aimerais déjà, pour commencer, qu'on puisse définir ce que c'est la santé mentale. Bon, on dira, pardon, que la santé mentale, c'est la cohérence entre le corps et l'esprit. Mhm. C'est-à-dire que c'est cet état de bien-être mental qui nous permet, je vais dire, d'explorer en nous les sources de force fondamentales afin d'affronter tout ce qui nous arrive comme coup de la vie. D'accord. Voilà. Donc, on parlera de santé mentale comme une forme de mécanisme de défense. Voilà. Super. OK. Ça, c'est bien résumé comme ça. Un mécanisme de défense. Je retiens ça. Donc, je vous ai présenté tout à l'heure comme un psychologue. Et je sais que couramment, on dit psy, mais je sais qu'il y a psychologue, il y a psychiatre et tout. Donc, j'aimerais vraiment aujourd'hui qu'on puisse faire la différence entre ce qu'est un psychologue et ce que c'est un psychiatre, ce que c'est un psychothérapeute peut-être et tout. Donc, je ne sais pas si vous pouvez nous situer sur ça. D'abord, je commence par le psychiatre. Mhm, Le psychiatre, à la différence du psychologue, le psychiatre, c'est un médecin mhm. qui est spécialisé dans ce qu'on appelle les maladies mentales. D'accord. Voilà. Donc, quand on parle de maladie, c'est qu'il y a forcément une pharmacothérapie, c'est-à-dire qu'il y a des médicaments qu'on donne. Mhm. On prescrit des médicaments. Donc, le psychiatre, ça sera plus son rôle. D'accord. Donc, quand la personne viendra vers le psychiatre, il va examiner et en tant que médecin, il va prescrire des médicaments pour traiter en fait le mal à la source. D'accord. Par contre, le psychologue, lui, c'est un spécialiste du comportement et du psychisme humain. D'accord. Donc, lui, il va procéder par la parole, il va procéder par des techniques thérapeutiques pour pouvoir accompagner la personne à la récupération de soi. Hmm. Donc, du coup, vous allez entendre souvent un psychothérapeute, psychothérapeute. En fait, on n'est pas psychothérapeute isolé. OK. C'est-à-dire qu'on est psychothérapeute, c'est qu'on est forcément soit psychologue, soit psychiatre. Ah, Parce qu'en d'accord. fait, la psychothérapie est une formation additionnelle, en fait, au métier de psy. OK, je vois. Le psy, la grande famille des psys. Mhm. Donc, en fait, la psychothérapie est une démarche d'accompagnement. D'accord, d'accord. Et donc, dans cette démarche d'accompagnement-là, tout le monde ne peut pas être psychothérapeute sans formation à la base. OK. Donc, vous allez trouver plein de psychologues qui sont psychothérapeutes, mais moins de psychiatres, en fait, sont psychothérapeutes. Parce que l'accompagnement demande du temps. Mhm, mhm, mhm. Et vous allez voir que le psychothérapeute, il y a plusieurs formes de psychothérapie. OK. Donc, quand il dira que je suis psychothérapeute, il va spécifier. Mhm, Soit mhm. je suis psychothérapeute TCC, je suis psychothérapeute EMDR, ou bien je suis psychothérapeute ACT. En fait, il y a plusieurs aspects. D'accord, je Donc, vois. il y a d'autres qui se spécialisent en fait dans plusieurs aspects en même temps. Oh, Voilà. OK, je Donc, ça vois. veut dire que un psychologue n'est pas de facto psychothérapeute. OK, OK. Et donc, il faut une formation additionnelle, en fait. C'est ce que je voulais préciser.
Et qu'est-ce que j'allais dire? Donc, maintenant qu'on a parlé de la différence entre le psychologue et le psychiatre plutôt, et qu'on comprend un peu plus la psychothérapie, j'aimerais aussi maintenant qu'on puisse parler de ce que c'est une maladie mentale en fait. Quels sont les différents types de maladies mentales ou qu'est-ce qu'on peut qualifier de maladie mentale? Vous savez, quand on parle de maladie mentale, Mhm. il faut que les gens puissent identifier les choses. D'accord, Parce que on a ce qu'on appelle chez nous les psychoses et les névroses. d'accord. Donc, ce sont les deux grands groupes en fait, Mhm. qu'on va spécifier. Parce que entre les psychoses et les névroses, il y a ce qu'on appelle les états limites. Les états comment? Voilà, ce qu'on appelle un peu, ce qu'on appelle les états limites. Les états limites, J'explique. d'accord. Mhm. Les états limites. Mhm. Les états limites. Vous allez voir que dans le cas de la dépression, Mhm. on va parler à un moment donné des troubles de la personnalité borderline. D'accord. Voilà. Mhm. Donc, le trouble de la personnalité limite. Mhm. Et là, quand on parle de névrose, d'abord, je commence par là. OK. Quand on parle de névrose, généralement, ce sont des troubles, un mal-être dont la personne est consciente. Mm. C'est-à-dire que la personne souffre d'une anxiété, la personne est consciente, en fait, de son anxiété. D'accord. La personne souffre d'une dépression, la personne, en fait, est consciente d'une dépression. D'accord. Par contre, dans le cas des psychoses, de plus de maladies mentales à ce niveau-là, parce que la personne, en fait, n'est pas réellement consciente de ce qui lui arrive. Mhm. Et pour résumer, on va dire que pour le névrotique, 2 plus 2, ça fait 4. Mhm. Et c'est le fait que ça fasse 4, en fait, qui le fatigue. D'accord. Voilà. Du genre, pourquoi ça fait 4? Mhm. Pourquoi ça fait 5? Mhm. Pourquoi 2 plus 2 font 4, alors que 3 plus 1 fait 4? D'accord. Voilà. Alors que 6 moins 2 fait. En fait, il ne comprend pas pourquoi tout est un peu mélangé. D'accord, d'accord. Par contre, pour le psychotique, 2 plus 2, ça fait 5. Et Et puis, bon, il est à l'aise avec ça, en fait. Donc, vous avez remarqué que ce sont les autres qui font croire que, à ce niveau-là, il a un problème réellement. c'est ça. Voilà. Donc, on va parler de ça. Donc, du coup, quand on va parler de maladie mentale, Mhm. on va parler de tout ce qui désagrège, en fait, l'intérieur mental. On va parler de la dépression, Mhm. on va parler des troubles maniaco-dépressifs qu'on appelle aujourd'hui troubles bipolaires, on va Mhm. parler de schizophrénie, Mhm. on va parler de état borderline, Mhm. etc. Et puis après, il y aura ce qu'on appelle les troubles de la personnalité. Bien sûr. Voilà, on va parler du trouble de la personnalité antisociale, Mhm. le trouble de la personnalité euh, dépendante, le trouble de la personnalité narcissique, etc. Super. Mais maintenant qu'on a établi tout ça, qu'on connaît la différence entre la psychose et la névrose et toutes ces maladies mentales-là, moi j'ai une petite question, hein. Je sais que c'est pas possible, mais est-ce que par exemple on peut s'auto-diagnostiquer pour dire ah bon moi je pense que j'ai des troubles de l'anxiété, j'ai un trouble de l'anxiété ou est-ce que ou je vois une personne pour dire ah oui telle personne là je pense elle a enfin elle remplit tel critère donc, la personne elle est schizophrène, par exemple. Est-ce que genre je peux m'auto-diagnostiquer pour dire ah je pense que j'ai besoin d'un psychologue ou bien je pense que j'ai besoin d'un psychiatre ou bien en fait c'est quoi le processus en fait pour une personne qui se retrouve dans un état où elle se rend compte que son mécanisme de défense n'est plus ce qu'il était en fait. Voilà, en fait, généralement, quand on veut voir le psychologue, c'est dans un processus curatif. D'accord, Alors que, normalement, ces genres de choses-là sont à prendre à titre préventif. très bien. J'explique un peu. Mhm, Je veux me marier, je vais faire des examens biologiques pour voir une question de compatibilité entre mon conjoint et moi. mhm, Voilà, les compatibilités biologiques. c'est ça. Mais je ne peux pas avoir en fait de psychologue pour voir aussi si au niveau psycho-comportemental, Mhm, il y a des choses à régler. et c'est important. Voilà, parce Mhm, que même, oui, c'est très important, parce que il y a ce qu'on appelle les styles d'attachement dans le couple. tout à fait. Donc, du coup, il y a ces aspects-là qu'il faut savoir. Mhm, Si, est-ce que l'autre, il a un style d'attachement désengagé? Est-ce que toi, tu as un style d'attachement sécure? mhm, Donc, comment harmoniser les deux pour que ça puisse marcher? c'est ça. Et puis, je veux travailler, je Mhm, veux m'engager
dans un travail, etc. Mhm, Mais est-ce que je pourrais m'y épanouir? Est-ce que je pourrais, en fait, mobiliser toutes mes ressources pour pouvoir être prospère dans cette activité-là? mhm, Donc, on vient, en fait, on fait un test d'intérêt professionnel, d'engagement, etc., mhm. pour voir, en fait, les éléments qui peuvent être avantageux en fonction de vos personnalités, de vos passions, de vos talents. Ok. J'ai besoin, je viens d'avoir un enfant. Mhm, Comment planifier, en fait, je vais l'éduquer comment, etc. Donc, on va travailler sur les styles parentaux mhm, et les styles éducatifs. mhm. Donc, comment aborder les différents éléments pour que l'enfant ne soit pas quelqu'un d'autre après. C'est ça. Donc, il y a déjà toutes ces aspects d'abord qu'il faut avoir au niveau familial. Mhm, Comment je gère les relations avec la famille, etc. mhm, Je me surprends en train d'avoir une petite addiction à quelque chose mhm. parce qu'il y a les addictions comportementales et les addictions aux substances. C'est ça. Donc, je me surprends à avoir une addiction à quelque chose, je n'arrive pas à comprendre. Mhm, Donc, je viens consulter pour voir à quel niveau je suis et comment rattraper certaines choses. Donc, une fois qu'on a ces symptômes, ce qu'on fait, c'est d'aller consulter pour qu'on puisse mettre un nom sur ce que tu ressens. mhm. Parce qu'il y a plusieurs troubles dont les symptômes se ressemblent. D'accord. Il y a plusieurs troubles dont les symptômes se ressemblent. Donc, du coup, voilà, il vaut mieux consulter pour voir un peu ce qu'on a. La partie curative, là, Mhm. il peut arriver des moments où on a des incompréhensions en soi. C'est ça. Il peut arriver des moments où euh, on se sent peut-être triste, on se sent fatigué, Mhm. on se sent un peu déconnecté de certaines C'est choses. ça. Ou même soit on a vécu quelque chose, on se sent déprimé. C'est ça. Vous voyez, donc on va confondre la dépression et la dépression, alors que c'est pas pareil. Donc, on aura ces états de blues-là. Il y a des émotions qu'on a qui sont naturelles. Il faut arriver à faire la part des choses. D'accord. Et il y a le normal et puis l'anormal. D'accord. Donc, il y a des personnes qui vont peut-être échouer un examen ou bien une rupture amoureuse ou encore un deuil, etc. Mhm, Ils vont vivre des choses. mhm. Ils vont penser qu'ils sont malades, alors que c'est pas le cas. C'est normal de se Ok. sentir comme ça. Ok. Ce sont des choses, si on ne le ressent pas, c'est qu'il y a un problème par Ok. rapport à ce qu'on vient de vivre. Par contre, quand c'est persistant et que ça nous empêche en fait de vivre sur un certain moment, sur 2 semaines de façon continue ou encore sur des mois, là qu'il y a un problème. D'accord. Donc du coup, on peut s'auto-diagnostiquer alors qu'on va se dire, je me sens comme si c'est que j'ai la dépression. Mhm. On ne va pas consulter, on dit c'est que j'ai la dépression. Alors que c'est pas forcément ça. Et puis on reste là, on s'est fait l'idée. C'est ça. Alors que c'est pas ça. Ça peut être normal. Et D'accord. puis, en fait, il y a des symptômes au niveau des troubles qui se ressemblent. Le trouble anxieux, trouble d'angoisse, dépression, il y a des symptômes qui se ressemblent. Tout à fait. Donc, il faut venir voir pour qu'on sache, en fait, c'est quoi exactement. Parce que pour chaque chose, il y a une thérapie adaptée. Tout à fait. Voilà, pour chaque élément, il y a une thérapie adaptée. Moi, je vois plusieurs personnes qui aiment dire, non, moi, je suis bipolaire, je suis bipolaire, je suis bipolaire. Mhm. C'est compliqué. On dépasse même le stade du trouble dépressif majeur, on tombe dans le trouble maniaco-dépressif. C'est ça. Donc, du coup, on dit qu'on est bipolaire, alors qu'un bipolaire n'est même pas censé savoir Qu'il qu'il est est bipolaire bipolaire. parce que Tout c'est à fait. psychose. Tout à fait. Il ne sait pas qu'il est bipolaire Mhm. parce que c'est une psychose, à moins qu'il ait été diagnostiqué et qu'on le lui ait dit formellement. Mhm. Voilà, donc c'est vraiment un peu ça. Ok. Donc, on peut avoir ces petits moments. Par exemple, je viens d'avoir une situation de deuil ou encore une rupture amoureuse ou encore un licenciement, voilà, ou encore on a un parent très proche qui a été mis en prison pour différents aspects, etc. C'est ça. On peut déjà venir en consultation, pas parce qu'on est malade, hein, Mhm. mais juste pour voir comment on peut gérer en fait cette étape-là pour ne pas que ça devienne en fait un état permanent. Tout à fait. Parce que comme vous l'avez dit dans l'introduction, c'est des situations de la vie courante qui arrivent et c'est des situations normales, en fait, qui vont faire qu'on va passer par certaines émotions. Donc, pour prévenir, en fait, que ces émotions-là se transforment en autre chose, c'est important d'utiliser la manière préventive et d'aller voir un psychologue, en fait, pour pouvoir avoir un guide, en fait, dans comment on dit ça? Sur ce chemin-là ou cette étape-là ou ce challenge-là, quoi, en fait. C'est bien ça, non? J'ai bien résumé? Exactement. Ah OK, super. Donc, moi maintenant, je veux parler en fait, de la santé mentale, mais expressément en fait chez les jeunes. Parce que,
On parle souvent surtout avec les réseaux sociaux en ce moment, c'est il y a beaucoup de dépression chez les jeunes, chez les adolescents en particulier. Il y a beaucoup de comportements, en fait, qui découlent, en fait, de la réaction de ces jeunes-là par rapport aux réseaux sociaux. Et même, bon, je parle des jeunes, mais je parle de même moi, par exemple. Si je prends mon exemple, par exemple, disons que je suis là et puis je me dis, ah, écoute, j'ai 1 heure où je sais que je n'ai rien à faire et tout. Par exemple, au lieu d'aller me coucher ou bien d'aller lire ou d'aller faire quelque chose, je vais prendre mon téléphone, aller sur Instagram et scroller. Bon, Dieu merci, j'ai entre guillemets «réussi» parce que bon, on ne réussit vraiment jamais à filtrer mon Instagram de telle sorte que je n'ai que par exemple, je sais que j'aime manger, j'aime m'habiller, donc c'est tout ce que j'ai, pratiquement sur mon Instagram, plus quelques personnes de ma famille. Donc mais avant ça, il m'a fallu du temps à en arriver là parce qu'avant j'étais là, je scrollais, je regardais et je vois la vie des gens et puis je me dis: «Ah, donc ah, telle personne a fait ça. Ah, donc moi je n'ai pas fait ça. C'est que vraiment moi j'ai raté ma vie» et donc ça te met dans un engrenage où tu es vraiment dans un cycle où tu te dis: «Ah, bon» et tu te rends dans un cycle de comparaison, il y a un petit cycle de déprime et puis c'est du virtuel en fait que tu ramènes dans ta vie réelle. Tu vois? Donc vraiment, je voulais qu'on puisse parler de comment protéger sa santé mentale, mais surtout par rapport aux réseaux sociaux, en fait. Moi, je le dis généralement, tout ce qui est sur Internet, c'est pas forcément net. En fait, il y a un élément fondamental que les gens en fait, doivent comprendre. Mmh. C'est que ce qui se retrouve sur les réseaux sociaux, en réalité, c'est ce qu'on peut voir dans la vie active. C'est ça. Parce que la manière dont on va se comparer à un ami sur les réseaux sociaux, c'est comme ça, lorsqu'on va rencontrer un ami avec qui peut-être on a fait le lycée, on a fait l'université, etc., qui a une bonne position sociale, ou bien qui dit qu'il a une bonne position Mmh mh. sociale, il y a ce sentiment d'échec qu'on n'est pas déjà à son Mmh. niveau, au niveau de ce qu'il est en train de dire. Mmh. Donc, il y a ces différents éléments. Ce qui fait que sur les réseaux sociaux, c'est plus récurrent parce qu'on n'a pas besoin de rencontrer la personne physiquement. On voit ses statuts, on Tout voit un à fait. peu ce que la Mmh. personne fait. L'idée, c'est quoi derrière? C'est que on a quelque chose qu'on doit comprendre dans la construction de notre personnalité. Mmh. Tout dépend de comment, quelle a été l'approche Mmh. éducative. Parce que mine de rien, on va traverser 3 filtres quand on va construire notre personnalité dans le Mmh. temps. Parce qu'on appelle le filtre neurologique Mmh. sensoriel. Mais ça, c'est biologique, voilà, ça change pas. Donc, passer à l'âge, le sexe et puis les 500 ne changent pas réellement. On a le filtre culturel, l'éducation, la tradition, les coutumes et le filtre personnel. Nos propres expériences de la vie, c'est que la vie nous a fait comme. D'accord. Il y a d'autres qui seront bloqués, par exemple, le filtre culturel. On va les appeler les conservateurs. Ils n'aiment pas que les choses changent. La manière dont ils sont venus trouver, il faudrait que ça soit comme ça. Eux, très souvent, ils ont une résistance au changement. Donc, du coup, quand il y a quelque chose qui débloque, ça commence déjà à les déranger Mmh. intérieurement. Surtout au niveau de la réussite, au niveau de l'école, Mmh. etc. Parce qu'ils ont déjà une vision calquée de la réussite. Tout à fait. Et puis, il y a ceux qui restent bloqués au fil sensoriel, qui sont beaucoup susceptibles, qui sont un peu parano, impulsifs, etc. OK. Et puis, il y a le filtre personnel. Ça, on a transcendé un peu les 2 autres filtres. Et puis, bon, la vie a fait de nous ce qu'elle veut, en quelque sorte. Je dis, donc, quand on se retrouve généralement sur les réseaux sociaux, il y a 2 choses. Il y a d'abord notre confiance en soi, il y a notre estime de soi, et puis il y a notre perception de soi. Donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Quand on voit une personne avec qui on a vécu, qui a une bonne situation, automatiquement, on rentre dans un sentiment d'auto-dévalorisation. C'est ça. On se dévalorise et puis on rentre dans la comparaison. C'est ça. Et quand on rentre dans cette forme de comparaison-là, on a une émotion négative qui va accompagner. Je ne suis rien. Au lieu de se poser la question plutôt, ce que j'arrive à faire, en fait, je peux le faire. Tout à fait. Donc, c'est vraiment de changer, en fait, le mode de pensée. Mmh. Et là, l'éducation parentale va jouer vraiment un grand rôle à ce niveau-là. Parce que dans notre contexte ouest africain, là, Mmh. vous allez voir que le style éducatif, c'est soit abusif, soit autoritaire. Tout à fait. C'est ça même. L'éducation autoritaire, là, ça fait que l'enfant a 2 générations dehors. À la maison, il n'arrive pas à parler, il est comme exécutant. Mmh. Donc, quand il sort, il faudrait qu'il s'exprime. Tout à fait. Il est violent dehors,
ou bien elle est très influençable. Et voilà pourquoi les parents vont dire que, bon, les parents, c'est ça, c'est le mot, ça. L'enfant fait une bêtise, dehors, quand on lui dit, dis-moi, mon enfant, il connaît, il ne peut pas faire ça. Il me connaît. Il connaît, il ne peut pas faire ça. C'est ça? Mais oh, malheureusement, il a fait. Mhm, Il a fait. Donc, ces enfants-là ne vont pas développer la confiance en soi, la maîtrise de soi, et puis la résistance face aux différents obstacles. mhm, Ces enfants-là vont se retrouver sur les réseaux sociaux. Ils seront constamment dans la comparaison. mhm. Ils seront constamment anxieux vis-à-vis de la réussite, etc. Ça sera vraiment difficile pour eux de pouvoir accepter que telle personne a fait ci, moi, etc. Mhm, Donc, il y a ça qui va jouer. Et puis aussi, il y a ce qu'on appelle l'environnement social. mhm, Qui sont ces personnes qu'on promeut très souvent? mhm, Sur les réseaux sociaux, généralement, c'est ceux qui font le buzz, mhm, on va dire ceux généralement qui n'ont pas suivi un cursus normal qui nécessite ce qu'on appelle les valeurs morales, etc., mhm, qui ont réussi à faire, à réaliser des choses mhm, et qu'on a mis au devant de la scène. mhm. Donc, du coup, on dit que pour être comme si, c'est qu'on doit affronter en fait le même chemin. C'est ça. Donc, du coup, ça devient pour eux vraiment, un danger. Mhm, Voilà pourquoi quand on devient un peu trop accro aux réseaux sociaux, mhm. ce qu'on appelle la cyberdépendance, c'est que il faut savoir d'abord qu'on est dépendant. Ouais. C'est-à-dire que ça peut, je vais dire, se soigner en grippe que lorsqu'on est conscient de notre problème. Il faut d'abord savoir qu'on est dépendant. Maintenant, quelles sont nos sources de dépendance? Comme vous l'avez dit tout à l'heure. Mhm, Moi, je m'en vais là. Qu'est-ce que je regarde de plus? Quelles sont nos sources de dépendance? mhm. Quand on définit les sources de dépendance, on va définir en fait en quoi tel élément est important pour moi. Est-ce que ça me permet d'harmoniser quelque chose dans ma vie? Est-ce que ça me permet de ne pas harmoniser quelque chose dans ma vie? Tout à fait. Est-ce que ça me permet juste pour me distraire, de me distraire, etc. Par contre, d'autres utilisent les réseaux sociaux pour le travail. Mhm, Eux, c'est une autre chose. Par contre, ceux qui n'utilisent pas pour le travail doivent définir en fait tous ces aspects-là pour voir les points. C'est parce qu'on n'apprend pas en fait à s'asseoir et à faire un bilan de notre utilisation de quelque chose. Puis il y a des choses qu'on ne maîtrise pas forcément. Il y a vraiment ce volet-là. Maintenant, l'autre volet, mhm. c'est de se donner, en fait, faire ce qu'on appelle le jeûne électronique. Oui, important. À partir d'une certaine heure, se déconnecter et puis maintenant faire d'autres choses. Parce que même la journée, c'est 24 heures. Oui, 24 heures, 8 heures de travail, 8 heures de loisir, puis 8 heures de sommeil, quoi. c'est ça. Donc, on est équilibré. C'est ça. Mais si on passe tout notre temps sur les réseaux sociaux, on va voir qu'on s'est déconnecté de plusieurs autres choses qui pourraient nous permettre, en fait, d'avancer dans la vie. C'est ça. Et chez les jeunes, généralement, ils ont besoin d'affirmation, ils sont en quête d'identité, ils ont besoin d'attention et d'envie. Mhm, Ils ont plus d'envie, en fait. Donc, du coup, il va poster une photo, il va guetter les likes, il va mhm. poster une photo, il va guetter les réactions. Donc, quand il y a un mauvais commentaire, automatiquement, il est affecté. C'est ça. Et généralement, si un jeune, surtout un adolescent, Mhm, qui traverse cette situation-là, et puis on lui demande, il dit, je m'en fous, de toute façon, moi, ça ne me dit rien. mhm. C'est qu'il y a il y a une vraie solution. C'est qu'il a vraiment besoin d'aide. Maintenant qu'on a parlé de tout ça là, parce que vraiment, je voulais qu'on fasse un grand tour avant qu'on puisse revenir vraiment au centre du sujet, parce que c'est le titre, c'est vraiment la santé mentale dans le contexte ouest africain. Et parce qu'on a parlé de ce que c'est les maladies mentales, c'est quoi la différence entre un psychologue et un psychiatre, les réseaux sociaux et les causes des différentes maladies mentales et tout. Et juste, j'aimerais juste faire une petite parenthèse sur une des causes, les causes des maladies mentales, parce que on parlait des psychoses et des névroses. Donc les névroses, en fait, c'est des troubles, comme vous le disiez. Les psychoses, c'est tout ce qui nécessite un psychiatre, en fait. Donc c'est j'ai envie de dire les grosses Voilà, maladies. tu vas nécessiter un psychiatre et puis un psychologue. Parce que le psychiatre va donner des médicaments à apaiser la Exactement. personne. Et puis Mais le psychologue, je c'est me ça. demandais les maladies mentales là. Est-ce que des fois c'est pas héréditaire en fait? Non, il y a certaines Mhm. qui sont héréditaires. Uh-huh. Il y a certaines, par exemple, vous prenez la dépression, parce que très souvent, les gens pensent que tout le monde peut soigner la dépression, alors que il y a les sources de la dépression. D'accord. Il peut y avoir des causes biologiques, il peut y avoir des causes biologiques, ça peut être D'accord. héréditaire lié à certains gènes nouveaux de la famille. Maintenant, biologique, parce que la dépression va affecter un organe bien précis. Si cet organe-là, il y a un déficit depuis la base,
c'est que ces personnes-là auront forcément besoin d'un traitement médicamenteux tout au long de leur parcours thérapeutique. Donc, c'est vraiment ça. Il y a des maladies qui peuvent avoir nécessairement voilà, besoin d'un psychiatre parce que ça peut être héréditaire. Donc, il y a des volets plus médicaux en fait. Ok. Voilà. Le volet sera plus médical et Ok, puis maintenant, la d'accord, je comprends. psychothérapie va Donc, suivre ok, après. maintenant qu'on a défini ça, en fait, parce que je voulais vraiment qu'on puisse parler de tout ça. Donc, maintenant qu'on a parlé de tout ça, là, et qu'on est tous êtres humains, on a tous le même sang rouge qui coule, c'est la couleur de la peau qui diffère. Pourquoi est-ce que la santé mentale est stigmatisée comme ça en Afrique de l'Ouest? Parce que les réactions, parce que comme je disais, je parlais de mon amie Jo là et elle est libanaise. D'accord. Et comme je dis, je pense que c'est les cultures non occidentales parce que avant, je suppose que dans les cultures occidentales, là, ben, je suppose, c'était ça aussi. C'était la chasse aux sorcières. Et puis, dès que tu étais un peu, tu n'étais pas, en tout cas, tu rentrais pas dans les normes de la société, on te traitait de sorcière. Et ils faisaient la chasse aux sorcières, etc. Et maintenant, ils se sont développés au point, ils sont arrivés où, par exemple, ici, je sais que tu peux prendre aux États-Unis, ici, par exemple, tu peux prendre ce qu'on appelle Mental Health Day. Donc, un jour juste pour te concentrer, un jour de congé pour te concentrer sur ta santé mentale. Parce que, bon, il y a trop, tu en as besoin, en fait. Tu veux pas aller, tu ne te sens pas la force d'aller dealer avec les gens ou whatever. Tu vois ce que je veux dire? Mais, donc, quand on remet ça chez nous, pourquoi il y a autant de stigmatisation, en fait, autant au niveau de la santé mentale? Ou genre, dès que tu dis, ah non, j'ai un problème, ah non, 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 faut aller prier. Sinon, tu es fou. Sinon, c'est des affaires de sorcellerie, on t'a marabouté. Je veux dire, pourquoi, quoi? Ça dépend de comment on a vendu la santé mentale en fait aux Africains. Parce que toute une question des messages subliminaux sur les médias, etc. Vous allez regarder dans certains sont écrits, on envoie voir un psychiatre ou encore voir un psychologue. C'est quelqu'un qui a déjà des problèmes. Ici, en Côte d'Ivoire spécifiquement, il y a ce qu'on appelle l'hôpital psychiatrique de Benjamin. On dit c'est là-bas on soigne les fous. Donc du coup, l'Africain va se dire quoi? Si je dois aller voir un psychologue, c'est que je suis fou. Donc, ils ont lié la maladie mentale à la folie. C'est ça. Automatiquement. Donc, en fait, c'est ce qu'on leur a vendu. À côté de ça, c'est que la santé mentale a longtemps été désignée, surtout dans nos contrées, villages, etc. Quand quelqu'un a ce genre de conduit, on lui a lancé une sorte. Ou bien, ça, c'est les génies qui font ça. Souvent, des gens ont des crises d'épilepsie. On dit non, que c'est un génie qui l'a possédé. Donc, du coup, les gens, quand ça se présente, ils font en même temps le lien. Ah, faut aller prier, faut aller faire ci, faut aller faire ça. Alors qu'à la base, nous, en Afrique, je le dis, et comme je le dis et j'assume, on a plus besoin de psychologues, de psychiatres que, je vais dire, le monde occidentalisé, en fait. Parce que on a beaucoup plus de préjugés, on a beaucoup plus d'idées reçues, on a beaucoup plus de coutumes bizarres, on a beaucoup plus, on est encore dans les histoires de tel peuple ne doit pas parler à tel peuple, tel ne doit pas faire ci, ne doit pas faire ça. Donc, ça fait qu'il y a beaucoup d'Africains qui sont beaucoup stéréotypés et puis il y a beaucoup de choses qu'ils n'arrivent pas vraiment à exprimer. Ici, par exemple, on va te dire un garçon ne pleure pas. Donc, du coup, vous allez voir que dans les tendances suicidaires, il y a plus d'hommes. Mais c'est normal, on leur a dit qu'ils ne pleurent pas. Donc, ils n'arrivent pas à exprimer beaucoup de choses. Alors que tout ce qu'ils ne s'expriment pas s'imprime. Donc, quand c'est comme ça crée en fait d'autres soucis. Voilà pourquoi ici, la santé mentale n'est pas vraiment mise en avant parce qu'on croit plus, on est beaucoup conservateurs. On croit plus aux marabouts, on croit plus aux féticheurs, on croit plus, je vais dire, aux guides religieux, etc. Donc, on va se confier à ceux-là au lieu d'aller voir un spécialiste. Et généralement, c'est bizarre, mais généralement, ça devient encore plus grave. Parce que celui qui a un problème de santé mentale, la seule chose qu'il évite en premier, c'est le jugement. Alors que déjà, en partant voir un guide religieux, qu'il soit musulman, chrétien ou encore bouddhiste, etc., il y a la notion de péché. Or, la notion de péché est déjà un jugement. Donc, il y a des personnes qui vont partir voir, je vais dire, un guide religieux, etc., parce que
pour lui, c'est un péché. Mmh. Donc, il va en fait Mmh. pour arrêter parce que c'est un péché et non parce qu'il le veut. Mmh. Donc, ça crée encore une autre souffrance derrière. Alors que, généralement, voilà pourquoi chez nous, c'est pas de jugement, quoi. Quel que soit ce que la personne a fait, on essaie de voir Mmh. comment harmoniser les choses. Bon, c'est vrai qu'à côté, chaque spécialiste a ses principes. Il y a des types de Mmh. personnes qui décident de recevoir. Mais Il y a des oui, types de personnes qui décident de ne pas recevoir. effectivement, je suis d'accord avec vraiment tout ce que vous avez dit, en fait. On en a vraiment plus besoin et en fait, dans mes recherches même, je lisais un article de l'OMS qui a été publié l'année dernière et qui disait en fait que, 11 personnes sur 100 000 se, donnent la mort chaque année dans la région africaine, ce qui est supérieur à la moyenne mondiale de 9 personnes sur 100 000. Quand on voit ces chiffres-là et qu'on voit qu'à côté, il y a rien qui est fait, Mhm. et qu'on on se repose à un moment donné tout le temps sur les mêmes choses. Donc, et j'ai envie de dire, la plupart du temps, ça va être la religion parce que, comme vous disiez, c'est parce que, ah oui, c'est parce que c'est un péché, parce que nous, chez nous, tout est péché. Tout, tout est péché. Donc, la première chose, c'est ah, vraiment, on va d'abord chercher, ah oui, qu'est-ce que tu as fait? Tu as été, tu allais prendre les péchés des gens et tout, ou bien, ah oui, ton grand-père avait fait quelque chose, donc c'est pour ça que ça retombe sur toi aujourd'hui, etc., etc. Alors on en a le plus besoin. Et après, en plus de ça, quand quelqu'un se suicide, moi, je me souviens dans mon entourage, et la personne disait, ah non, de façon, quelqu'un qui se suicide, on peut pas faire, parce que bon, je suis musulmane, hein, que quelqu'un qui se suicide, on peut pas faire, on peut pas l'enterrer, quoi. On peut pas faire des funérailles, en fait. Tu vois, l'enterrer en catimini comme ça parce qu'il s'est suicidé, parce que de toute façon, il a commis un péché. Et j'ai dit, donc maintenant même, quand tu dis ça et qu'il y a une personne qui a un problème de, je sais pas, dépression ou qui est bipolaire à côté de toi, tout de suite, c'est un truc qui s'imprime, en fait, qui fait que en fait, la personne va culpabiliser encore plus et tu l'enfonces encore plus dans le trou. Oui, parce que imaginez à côté, Mmh. si une personne euh, présente des troubles dépressifs majeurs ou bien des graves troubles d'anxiété ou des gens ont des tendances suicidaires. C'est ça. Il regarde ça, en fait, il se dit, bon, d'accord, c'est qu'en fait, je me conforte dans ma position où je ne suis rien. Le fait même que je pense à ça, mais c'est que moi, je ne suis rien. Voici comment ils vont me traiter, etc. On fait beaucoup plus de mal Mmh. parce qu'ici, on pense que c'est vraiment rendre les gens plus Tout durs, à fait. plus, je veux dire, coriaces, etc. Alors que tout le monde n'a pas le même seuil de résilience. On va dire, non, mais t'as quel problème? Hein, tu fais comme les Blancs, toi, tu es un Africain. Hein, l'Africain, il est fort, il est comme ci, il est comme Mmh. ça, voilà, voilà. Donc, on a ces stéréotypes-là qui ont la peau dure, qui font que il y a beaucoup, et puis effectivement, il y a beaucoup qui se suicident comme ça. Et Voilà. Et récemment, il y a un dans un village qui a étouffé sa femme, qui l'a étranglée, et et puis il s'est tué lui-même après. Donc, je veux dire que il y a ça. Aujourd'hui, et on a regardé en Côte d'Ivoire ici, il y a une vague de suicides. Il y a une vague de suicides, des élèves qui se suicident, des étudiants qui se suicident, etc. Les gens se posent la question, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais justement, c'est parce que vers ces personnes-là, il a manqué quelque chose. Ici, en Afrique, surtout dans le contexte ouest africain, comme on en parle, les gens ne sont pas écoutés. Les gens, en fait, ont envie de parler, mais ils ont mmh peur du jugement, ils ont peur de ce que les gens vont dire. Surtout mh. les élèves, les étudiants, les trucs, ils vivent beaucoup de choses. Mmh. Moi, j'ai fait la cité universitaire à Abidjan ici, mais vraiment, c'est difficile. Mmh. Donc, les gens ont besoin de parler, ils ont envie de dire des choses, mais il n'y a aucune oreille attentive. Aucune oreille attentive. Mmh. Le mois passé, moi, j'avais fait un groupe de parole avec mes assistants à la fac de psychologie même, pour écouter, pour faire un groupe de parole avec des étudiants. Mais c'était des crises de larmes, il y a tellement de choses qui sortaient. J'ai dit, mais quand vous gardez tout ça, c'est grave. Mmh. Quand vous gardez tout ça, c'est grave. Donc, imaginez ces personnes-là C'est ça. qu'on n'écoute pas, qui n'auront que pour dernier recours le suicide. Mmh. Parce qu'en réalité, ils se disent que vaut mieux mettre fin à sa vie que de supporter en fait tout ce qui se passe. Donc, c'est ce qu'on appelle, comment on appelle ça, la méthode de la réinitialisation. C'est comme quand ton téléphone a un bug ou il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme si on réinitialise le téléphone à la base. C'est-à-dire on perd toutes ces données et puis le téléphone est comme nouveau. Mmh. Donc,
qui aura tout ça en lui, va vouloir se donner la mort pour repartir à zéro. Voici comment ça va trottiner dans sa tête. Mhm. Il va dire, mais il faut que je me réinitialise. Si je me C'est donne ça. la mort, je vais repartir à zéro. Peut-être que je vais revenir encore plus clean pour éviter certaines choses que j'aurais dû éviter. Donc, ces personnes-là ont besoin d'être écoutées. Au lieu de te réinitialiser, il suffit de désinstaller certaines applications. Moi, personnellement, je le dis, je pense que j'en ai parlé sur mon podcast ou pas, hein. Mais par exemple, moi, je vois l'année dernière, j'ai vu, et cette année, je compte voir encore un psychologue, parce que justement, donc dans une des émissions que j'ai faites, justement, je parlais de comment préparer son année, et je dis en fait, l'être humain est fait de 3 entités. Donc l'entité physique, mentale et puis le spirituel. Le spirituel, c'est la prière, on est d'accord, voilà. Le physique, tout le monde va dire, ah non, je dois aller faire du sport, j'ai pris du poids, j'ai pas pris du poids, ou bien, ah non, je dois aller faire une prise de sang pour aller voir, faire mon bilan, quoi, voir où j'en suis de point de vue santé. Mais les gens oublient souvent la santé mentale, en fait. Et je pense que vraiment, des trois, personnellement, je pense que vraiment c'est le plus important. Pour l'avoir vécu personnellement, quand mentalement, tu n'es pas 100% là, ça impacte automatiquement le physique et le spirituel. Automatiquement. Le physique et le spirituel, c'est clair. Parce qu'en fait, la tête, c'est le pentagone de notre corps, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment le centre de coordination. Tout à fait. Donc, du coup, si au niveau du centre de coordination, il y a un problème, c'est que tout ce qui va découler, il y aura problème. C'est ça. Et j'ai l'habitude de le dire, c'est que la manière dont on a l'hygiène corporelle, l'hygiène bucco-dentaire, c'est comme ça qu'on a l'hygiène mentale aussi. Oui. Voilà, on doit avoir une bonne hygiène mentale. Parce que naturellement, on a l'art de se créer des problèmes. C'est ça. On a l'art de se créer des problèmes et puis on a l'art de c'est pas grave. Donc du coup, on va tomber dans une forme de sentimentalisme qui va nous enfoncer dans le fond. L'Africain, il est dans quelque chose, tu vas lui dire ça là, voici ce que ça te crée comme problème mental, ça t'empêche de vivre, tu as toujours des maux de tête, tu as toujours une anxiété, faut laisser tomber. Il va dire, et lui-même, il non, voit qu'il n'avance pas aussi. si Dieu a permis qu'il soit dedans, c'est qu'il y a quelque chose pour moi. Alors que tu vois qu'il C'est ça. n'avance pas. Oui, lui-même, il voit qu'il n'avance pas, mais il est dedans. C'est là que je lui ai dit, bon, si c'est de Dieu tu parles, Tout à fait. c'est qu'en fait, tu mets son nom en danger parce que je pense pas qu'il aimerait te voir souffrir comme ça. Parce que tu vois qu'il n'y a pas d'issue, mais tu es dedans. Si avec quelqu'un qui souffre, on te met la réalité en face. Tu dis non, c'est pas grave. Donc je veux dire qu'il y a tellement de choses, on pense qu'on peut tout, alors qu'on ne peut pas être fort tout le temps. On ne peut pas être content tout le temps. Tout à Il y a fait. forcément des moments où il faut craquer. Or, c'est mieux de commencer à dire non quand c'est le moment et non lorsqu'on n'en peut plus. Parce que là, ça devient un gros Il y a problème plus de plus tard. travail à faire. Alors qu'au moment où je peux dire non, j'ai dit non. C'est ça. Ça va. Mais là où on n'en peut plus, on a déjà Et pour revenir même à ça, moi j'ai un exemple palpable en fait, voilà. de quelqu'un que je connais qui effectivement pendant longtemps avait des problèmes de dos, avait mal au dos, la personne a mal au dos, la personne a mal au dos, la personne a mal au dos. Il allait voir tous les médecins possibles et imaginables pour aller soigner son dos. Et à un moment donné, on lui dit, mais tu sais, des fois, c'est dans la tête que ça se passe et que ça se répercute physiquement comme ça, en fait. C'est ton mental, en fait, qui affecte maintenant ton physique. La personne dit, non, 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 moi, j'ai pas besoin de ça, là. Mon dos, là, c'est parce que j'ai pas trouvé le bon médecin jusqu'à présent qui peut faire en sorte que je n'ai plus mal au dos. Et la personne va voir un psy pour se rendre compte le lendemain, ah tiens, je n'ai plus mal au dos. Un temps, il allait voir tous les médecins possibles et imaginables. Et pourquoi, en fait? Parce que c'est pas ancré dans nos valeurs, c'est pas ancré c'est pas une habitude, en fait. Par exemple, comme je dis, quand le fait de dire, et si je reprends même mon exemple, le fait de dire que oui, j'ai eu à voir un psy, pendant longtemps, moi, j'en avais honte parce que je me suis dit, ah, si je dis, les gens savent que j'ai eu à parler à un psy, et que maintenant même j'en fais une habitude, je fais un check-up par année et c'est 2-3 séances ou c'est genre sur 1 mois, 2 mois pour juste parce que comme vous l'expliquiez au début, il y a les aléas de la vie. Personne ne peut être 100% heureux dans la vie, genre parce qu'il y a il y a les deuils qui arrivent, il y a les décès, il y a les accidents. Donc juste à cause de ça, au lieu de laisser les choses s'accumuler et même si on enlève juste ça, mais il y a même la manière dont on a été éduqué.
les traumatismes qu'on a eus dans l'enfance. Oui, les traumatismes qu'on a eu de l'enfance et puis les blessures qu'on a C'est jusqu'à ça. présent. Donc et quand tu regardes tous ces comportements-là, c'est des choses, en fait, qui se répercutent, en fait, dans ton quotidien. Moi, par exemple, il y a des traumatismes ou des blessures que j'avais, que dans lesquelles j'ai grandi, que j'ai eu en grandissant, que je me suis qui m'ont et les que ces séances de thérapie-là m'ont aidé à réaliser que c'est des choses que je remettais dans mon mariage, par exemple. Et si je n'avais pas eu justement ces séances de thérapie-là, je ne m'en serais jamais rendu compte. Et alors que tu te dis: «Ah non, moi je veux pas que ça là, ça m'arrive, je veux pas refaire ça, j'ai vu ça, c'est pas normal donc moi je veux plus refaire ça». Alors que tu es dedans, tu es en train de faire, tu sais pas. Et justement, c'est justement ce sont les séances justement avec, la psy là qui m'ont aidé justement à m'en rendre compte et puis essayer de corriger ça, en fait. Exact. Et donc d'où en fait pourquoi je me suis dit: «Mais il faut vraiment que je puisse, en parler» parce que comme je disais, c'est pas quelque chose qui est ancré dans nos valeurs, c'est pas quelque chose qui est ancré dans nos mœurs, en fait. C'est pas quelque chose. Les gens vont te dire facilement, je vais faire un bilan, je vais chez le docteur là pour aller faire un bilan, mais jamais les gens vont te dire, ah non, je m'en vais chez le psy. Alors que le psy, c'est un docteur pareil. Même s'il il ne prescrit pas de médicaments, le psychologue plutôt, c'est un docteur pareil. Et le psychiatre, c'est un docteur pareil. L'analogie que justement, ma psy m'avait donnée, c'est que la différence entre un trouble mental et puis, un trouble physique, c'est que le trouble physique, tu le vois. Le trouble mental, tu ne le vois pas. Exactement. Or, généralement, c'est ce qu'on ne voit pas qui fait plus mal. Parce que même dans la réalité de la vie, ce qui nous est inconnu nous intéresse. Je suis complètement d'accord. Je pense que c'est quelque chose qui doit être, vraiment, comment on appelle ça? Comment on dit ça? Pas légalisé, mais vulgarisé. Voilà, c'est le mot que je cherchais. C'est quelque chose qui doit vraiment être vulgarisé. Et moi, en fait, ce que je trouve, vraiment bien dans ce que vous faites, c'est que vous offrez les thérapies virtuelles. Parce que les gens vont parce qu'on va toujours trouver une raison. Si c'est pas parce que c'est cher, c'est parce que: «Ah non, moi, je dois me déplacer». Ah non, avec, justement votre plateforme Citroteur là, en fait, il y a pas besoin de se déplacer. Vous faites des séances en ligne, en fait, ce qui facilite, beaucoup l'accès. C'est-à-dire, souvent, il y a des personnes qui ont honte de confronter comme ça une autre personne pour pouvoir Mmh. s'exprimer, etc. Donc, ils auront tendance à ne pas vouloir parler parce qu'ils Mmh ont mh, honte, mmh. en fait, de voir une personne. Alors que derrière son téléphone, il est plus loquace, il peut vraiment dire tout ce qu'il veut. Voilà. Donc, il y a ce Mmh. volet-là. Parce que je suis convaincu que, en réalité, on doit tous avoir ce qu'on appelle la Mmh. poubelle émotionnelle. Mmh. C'est-à-dire que cette poubelle émotionnelle-là, c'est quelqu'un avec chez qui on se confie. En fait, on jette tout, en fait. Tout ce qui est déchet au niveau mental, voilà, on va déposer là-bas. Qui se charge de pouvoir les recycler comme il veut, mais on dépose là-bas. Donc, c'est comme ça, en fait, c'est dans cette perspective-là que j'ai commencé à faire les consultations en ligne. Et puis aussi, il y a d'autres qui préfèrent généralement venir, mais souvent, Mmh. euh, le cabinet, vous voyez un peu dans le contexte africain, il y a ça aussi. Tu vas venir, tu vas rentrer dans un cabinet, et Mmh. puis tu es assis avec une personne, tu échanges. C'est un peu trop le style hôpital. Genre, tu viens à l'hôpital, tu es dans le bureau du docteur, tu es là, tu parles, et puis tu te dis fais ci, fais ça. Donc pour ça, nous on a trouvé une autre méthode plus simple. On fait les consultations souvent aussi dans les aires naturelles. Donc on peut faire une consultation, pardon, dans un jardin botanique, dans un parc, ou déjà en pleine semaine, au bord de l'eau, à la plage, où il n'y a pas vraiment d'affluence. Donc c'est comme deux personnes qui marchent, qui causent, etc. Mais nous sommes en séance de terrain. Donc, ça leur permet plus de dégager, ça leur permet plus de dire, en fait, ce qu'elles pensent. Parce que l'expérience est partie avec, on avait reçu des psychologues canadiens, mais l'expérience est partie de là. C'est-à-dire que on reçoit une femme qui a été victime de viol, tout ça. Tout à fait. Elle va en consultation, bon, c'est une ONG qui l'envoie en consultation. Elle se retrouve dans le bureau avec un homme. Donc, du coup, il y a des trucs qui reviennent, elle n'arrive pas à parler, elle panique. Donc, ça veut dire le seul fait que le bureau soit là fermé, ça a réveillé beaucoup de choses. On dit, mais attends, pourquoi Et quand on a commencé ça, on a plus de résultats, en fait, à ce niveau-là que lorsque la personne vient en cabinet. Donc, il y a vraiment ces aspects-là. Donc, on va voir que pour d'autres,
on sera obligé d'aller chez la personne à domicile. D'accord. Pourquoi? Le traumatisme que la personne présente ou le truc que la personne présente, on voit que c'est plus lié en fait à son environnement. Donc, quand on est à domicile, on essaie d'échanger avec la personne et puis de regarder un peu les différentes observations. Souvent, on se rend compte que peut-être que c'est l'image du grand-père qui est là, ou bien l'image de telle personne, ou Mhm. encore il y a tel objet, ou il y a telle chose dans la maison, en fait, qui lui rappelle certaines choses qu'il a vécues, certaines blessures, certaines souffrances, certaines choses, qui fait qu'il n'est pas trop à l'aise. Et puis, il est tout le temps dehors. Alors que les parents m'ont dit, mais on l'éduque très bien, il est vraiment un truc, etc. Mais on va se rendre compte que il y a trois choses à la maison qui font que il ne décolle pas vraiment. Il n'est pas à l'aise à la Donc, maison, en fait. Mhm. il n'est pas à l'aise à la maison. Donc, la consultation à domicile va permettre en fait de déceler tout ça et puis de réadapter les choses. Mhm. C'est la même chose au travail. Mhm. Quand on fait une audit sociale ou encore un bilan, un bilan d'intérêt professionnel au niveau des entreprises pour voir un peu qui sont ceux qui sont à l'aise à leur poste. Mais on voit qu'il y a beaucoup, c'est vrai que c'est leurs compétences, mais ils ne sont pas à l'aise au poste où ils sont. Donc, il y a beaucoup de choses qui font que on a besoin forcément d'être accompagné. Moi, je suis beaucoup plus à aller vers comprendre là où la personne est pour pouvoir en fait mieux aider la personne. Mhm. Parce que en cabinet, je vais dire money, Mhm. y a problème. C'est ça. Parce que on va se dire que de toute façon, il va, il vient. Mhm. Il va, il vient. Donc, c'est au moins à partir de 4-5 séances qu'on va comprendre réellement le problème. Mhm. Alors que si déjà, après la première consultation, on était de soit faire une consultation à domicile ou bien dans une aide naturelle pour comprendre certaines choses, on a des résultats qu'il faut. Tout à fait. Voilà. On est plus thérapie brève en fait. OK. Parce que l'objectif, c'est de permettre à la personne d'être indépendante et non de dépendre du thérapeute. Et ça, c'est très important de le mentionner parce que justement, moi, je sais qu'au début, quand la première fois que j'ai fait ma séance de thérapie, je venais de faire une fausse couche. Après des années, pendant lesquelles j'ai essayé d'avoir un enfant. Et je sais que quelque chose qui m'a, freinée au début, c'est que je me suis dit: je ne veux pas être dépendante. Ça ne m'intéresse pas de dire à chaque fois que j'ai un problème: «Ah, il faut que je parle à ma psy, sinon je ne peux pas avancer, sinon je peux pas régler mes affaires». Et je sais que c'est quelque chose qui était très important pour moi. Donc c'est vraiment important et puis opportun aussi que vous le mentionniez aussi. Et aussi ce que j'aime aussi dans votre approche, c'est que il y a beaucoup de flexibilité. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui recherchent ça parce que le monde étant ce qu'il est. Et les gens étant ceux qu'ils sont, tout le monde bouge, et tout le monde a 10 000 choses qui courent en même temps. Donc, si tu sais que tu as une heure avec quelqu'un avec qui tu peux juste aller parler comme vous disiez, genre aller déverser ta poubelle et puis tu marches comme ça au bord de la plage et puis tu ne te rends même pas compte en fait que tu es dans un environnement où tu es en train de te faire soigner en fait, mais tu es réellement en train de te faire soigner. Et ça, moi, je trouve que c'est vraiment important. Et c'est pour ça aussi, je tenais à vous parler parce que je trouve que vous êtes vraiment j'ai envie de dire un psychologue moderne, en fait. Vraiment, je trouve vraiment que vous êtes un psychologue moderne parce que justement, je pense que c'est ce qu'il faut aussi. C'est ce genre d'approche-là qui aide à vulgariser, en fait, la santé mentale, en fait, qui va faire que les gens vont être plus à l'aise à en parler. Oui, c'est vraiment ça parce que de plus en plus, nous, on reçoit en fait, plein de personnes parce que les gens se rendent compte que la manière dont on leur avait vendu la notion même de santé mentale, ça pouvait vraiment être plus simple comme ça. Mhm, Parce que moi, au début, depuis 2017, je me suis dit que il y a un travail qu'il faut faire. Il faut démystifier un peu le métier de psy. mhm, Voilà, il faut vraiment le démystifier, le démocratiser le plus possible pour que les gens se disent que, en fait, ce ne sont pas des personnes qui vont venir dans nos têtes, ou ce sont des devins, ou ce sont des voyants. Il y a mhm. tellement d'amal. Donc, tel que c'est présenté aujourd'hui, ça fait que, en fait, les gens vont plus vers les psy. Les gens vont plus continuer, que ce soit nous, que ce soit d'autres personnes. Mhm. Mais vraiment, quand on se retrouve, on fait les statistiques, mais les gens viennent beaucoup en consultation. Ça, c'est Parce qu'à la base, c'est vraiment ça.
Mhm. Et puis, on comprend que arrivé à un moment donné, le montant des consultations fait qu'il y a d'autres qui vont trouver que c'est un peu cher, Mhm. etc. Voilà, bon, pourtant, il paye cher à l'hôpital, mais Bah bref, voilà. euh, trouve que c'est un peu cher. Mhm. Donc, il y a forcément une flexibilité. Pour les étudiants, on le fait, bon, on va dire carrément gratuitement parce qu'on sait, on a été étudiant, on sait un peu. C'est ça. Donc, voilà pourquoi pour eux spécialement, on a fait des groupes de parole. C'est ça. Parce qu'on sait qu'eux, ils ont besoin plus de parler. C'est ça. Ils ont besoin plus de parler. Donc, ça nous permet avec eux d'être un peu plus simple. Avec les ONG, généralement, les femmes victimes d'abus, d'abus sur mineurs, on les prend gratuitement parce que quelqu'un qui a un traumatisme pareil, C'est ça. là, on peut comprendre, lui demander. Là, moralement, ça passe pas. C'est ça. Voilà. Donc, ça dit qu'il y a des flexibilités qu'on fait par rapport à certaines situations. Mhm. À certaines situations. Tout ça pour que les gens comprennent en fait l'importance de la démarche. Tout à fait. De la démarche. Ce qui est un peu triste, c'est que souvent, dans le grand monde des métiers de la relation d'aide, tout le monde veut tout faire, alors que chaque spécialiste a forcément des limites. Tout à fait. Voilà, c'est comme si c'est un boom, l'accompagnement, l'accompagnement des personnes, etc. Mhm. Donc, très souvent, quand les gens ne maîtrisent pas certaines choses, en fait, il y a les limites. Par exemple, moi, quand on vient me voir, je vois que c'est vraiment une psychose, j'ai diagnostiqué tout. Je ramène la personne directement vers un psychiatre. C'est ça. Je ne m'hasarde pas, bien que je connaisse en fait pour telle pathologie, Mhm. voici tel médicament. Mhm. Mais je me dis, avec un psychiatre, ça sera plus intéressant parce que moi, je peux savoir que non, telle personne, il doit prendre Valium, etc. Mhm. Mais j'ai dit, va voir un psychiatre. Le psychiatre, en fait, est capable de lui expliquer les composantes du Valium, les effets secondaires, les éléments plus techniques. C'est ça. Que moi, je ne peux peut-être pas lire. Tout Moi, à je fait. connais simplement le nom. C'est ça. Mais tout ce que ça fait comme effet secondaire, je ne peux pas dire à la personne. Donc, vaut mieux diriger la personne vers le spécialiste indiqué. Mais c'est comme dans tout, hein. Voilà. Donc, Mhm. en fait, je veux dire que c'est vraiment ça. Mhm. Mais le problème, c'est vrai qu'on parle de population, mais nous-mêmes aussi, il y a ça aussi qui joue. Parce Mhm. que quand on va se retrouver face à une problématique, on Mhm. va vouloir gérer, Mhm. mais on va finir par enfoncer la personne. Tout à Par fait. exemple, pour tel trouble, on va dire ça, c'est une thérapie cognitive et comportementale. Mhm. C'est ça qui va marcher. Mhm. Mais quelqu'un va aller faire une autre thérapie qui va plutôt enfoncer, parce que c'est pas pareil. Tout à fait. Donc, il y a ces approches-là aussi qu'il faut. Voilà pourquoi très souvent on travaille en équipe pour que les gens soient plus outillés dans certains éléments plus techniques. Comme ça, on peut rediriger la personne, comme le font les médecins. C'est On peut ça. rediriger la personne vers telle personne. Bon, lui, il peut gérer cet aspect-là. Voilà. Donc, il y a ces détails-là aussi il y a ce travail-là qu'on est en train de faire aussi. Ok. Maintenant, avec l'éducation nationale, on est en train de, de faire des plaidoyers pour Mhm. qu'il y ait au moins des psychologues dans les écoles primaires et puis bon, dans les universités. Ce qui C'est est vrai que très ça important. traîne un peu. Oui, ça traîne un peu, mais bon, on est dessus. C'est ça. Au secondaire, on n'en parle pas trop parce que là-bas, il y a déjà des conseillers d'orientation C'est ça. qui font plus de psychologues. Mhm. Mais à côté, ils ne sont pas tous psychologues en fait à la base. Mhm. Donc, il y a ceux qui s'orientent plus sur l'orientation Mhm. que sur l'accompagnement psychologique et psychopédagogique. Donc, il y a ces éléments-là. Mais quand on va vouloir rentrer dans le domaine, vous savez, l'Africain, non, euh, on veut dire qu'on ne travaille pas, on veut mettre du sable dans notre activité, on veut faire ci, on veut faire ça. Mhm. Donc, le secondaire, c'est un autre activité. Par contre, le primaire, où l'homme commence à se construire, Mhm. il faut des psychologues là. C'est très En important. Europe, Oui. les gens, c'est les psychologues de l'éducation nationale. Bien sûr. Voilà. À l'école primaire, il en faut. Même dans les PMI, on va peser les bébés, C'est ça. les dames qui vont, il faut qu'il y ait des psychologues pour leur expliquer comment ils doivent prendre les enfants. Ah oui, Je ça veux c'est dire très que, important. Après la maternité, c'est oui, important. Oui, oui, oui. après la maternité, c'est vraiment tout un process. C'est essentiel, Il oui. faut des psychologues pour expliquer. Et même comment éduquer cet enfant-là. Oui. Parce que mine de rien, je pense qu'il est bébé, c'est un nourrisson, il ne comprend rien. Non. Il Ils y a ce qu'on comprennent. appelle la dépression. Oui.
Donc, les gens ne savent pas ça. Donc, c'est pour d'être accompagnés, d'être coachés sur ces éléments-là. Encore, les entreprises, en Côte d'Ivoire, ont commencé à comprendre, ils ont des psychologues à médecins, etc. Mais dans les hôpitaux en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de psychologue. C'est ça aussi le problème. Mais donc maintenant qu'on a vraiment parlé de tout ça, en fait, donc moi je voulais avoir vraiment le point de vue d'un psychologue. Quelles sont les recommandations en fait que vous pourriez faire en fait pour que les gens puissent prendre soin de leur santé mentale? Quelles sont deux, trois astuces que les gens pourraient faire pour prendre soin de leur santé mentale, sans compter les aléas de la vie, comme on dit, des choses qui arrivent qui font que c'est important d'aller voir un psychologue pour pouvoir se préparer, en fait, plutôt que d'attendre que le problème soit aggravé et puis que vraiment on n'ait plus de solution et que ça requiert plus de travail. Donc, quelles sont des recommandations comme ça que vous pourriez donner, en fait, pour que les gens puissent prendre soin de leur santé mentale, en fait? Des choses du quotidien qu'on peut faire. La recommandation de base, c'est plus être dans le préventif. Ça, c'est vraiment important. Voilà, être beaucoup dans la prévention. Se dire que comment je fais mon projet de vie. Parce que très souvent, les gens ne comprennent pas que on doit faire un projet de vie. À la base, c'est quoi? C'est que on fait des projets au travail, on fait des projets de vie, on ne fait pas notre projet de vie. Or, si on décide d'aller voir un spécialiste pour faire notre projet de vie, on va voir que il y a des éléments qu'on aura pour pouvoir surmonter tel ou tel problème. Voilà pourquoi j'ai parlé d'indépendance de la personne. Parce que moi, une thérapie qui dure sur 6 mois ou bien sur 4 mois ou 2 mois même, ça me fatigue. Parce que pour moi, en fait, il faut arriver à un moment donné à être indépendant. Donc, ce sont les outils qu'on te donne pour pouvoir affronter tous ces différents aspects-là. C'est quand ces outils-là ne répondent plus aux problèmes que tu peux revenir à nous voir. Tout à fait. Parce que moi, déjà, quand quelqu'un me voit une première fois et qu'il dit je viens quand, je dis non, je ne donne pas de date, le jour où tu sens que tu veux venir. C'est ça. Ou bien si je dois lui envoyer des éléments par rapport à un travail, je dis bon d'accord, je t'envoie ça dans 3 jours. Mais dans 3 jours, je ne lui envoie pas. J'attends peut-être une semaine. J'attends que la personne me dise que tu devais m'envoyer quelque chose, j'en ai besoin. C'est ça. Voilà, pour voir en fait si la personne est vraiment intéressée à son propre suivi. Et quand ce sont des éléments comme ça, ah mais depuis j'attends, j'ai pas encore reçu, etc. Je vois que la personne est vraiment intéressée à une forme de guérison. C'est ça. Donc c'est de travailler forcément au niveau de la prévention. On va d'abord travailler sur la connaissance de soi. On est expert dans plusieurs domaines, mais on n'est pas expert de nous-mêmes. Donc c'est ça. Il y a vraiment ça qu'on explore. Donc, il faut être plus dans la prévention. Aller voir un spécialiste déjà dès le début pour faire un peu son bilan psychologique, tout simplement. Voilà. Là, on sait quel aspect de la vie on peut aborder de façon plus saine, quel aspect de la vie on pourra aborder, mais avec un travail bien précis, quelles sont nos faiblesses. Ça, par exemple, ça serait un problème pour moi, mais comment je me prépare à pouvoir l'affronter, etc. Donc, il y a déjà tous ces aspects-là. Mais par contre, en Côte d'Ivoire, il y a un ministère qui a réussi, le ministère de la Jeunesse. Parce que là, je suis conseiller là-bas. Il y a un élément qu'on a créé, qu'on appelle l'entretien diagnostic. C'est-à-dire que dans les agences emploi jeunes, l'équivalent de Pôle emploi ici, toujours des personnes qui sont formées, qui sont là, des psychologues, des conseillers, on reçoit les jeunes pour faire ce qu'on appelle un entretien diagnostic. Voilà. Donc, quand on fait l'entretien diagnostic, non seulement le bilan de la personnalité et même le bilan académique et puis le bilan professionnel. On a, quand il sort de là, il se connaît mieux, il a un profil professionnel type qui peut vendre aux entreprises. Tout à fait. Et puis la sociale, comment se comporter avec les autres. Ça, c'est une très bonne idée. Donc, du coup, au niveau du ministère, au niveau du ministère de la Jeunesse, c'est gratuit. Voilà. Parce que c'est un service public. Tout à fait. L'État paye déjà pour ça. C'est ça. Donc, les jeunes viennent simplement pour le faire. Ça, ils ont vraiment, vraiment réussi. Et les jeunes qu'on sort, ils sont plus à l'aise quand ils sortent. Parce que très souvent, on a des retours. Ah, merci beaucoup. Je sens maintenant que voilà, on essaie d'avancer. C'est ça. J'ai pu débloquer ça. Voilà. Mais comme le nom de l'agence, c'est l'agence emploi jeune. Du coup, les gens ne comprennent pas que on puisse faire en fait des entretiens diagnostiques là-bas. Tout à fait. Voilà.
moi, je le dis toujours au service de la communication, mais communiquer sur ça, Il ça faut. va aider beaucoup. Oui, oui, oui. Tout C'est à quelque fait. chose qui est très intéressant. Nous, on en parle, mais on n'a pas plus de voix que vous, en fait. Tout à fait. Voilà. Je pense que c'est une idée géniale qu'ils ont eue, mais bon. Non, c'est une très bonne idée. C'est vraiment une très bonne idée parce que je sais que moi, je sais que je sais plus quand, mais il y a quelques années, en fait, quand j'ai appliqué à certains emplois, même au Canada, je pense que c'était au Canada, hein, on m'avait fait passer un test de personnalité, en fait. Et justement, ils avaient expliqué que c'était pour définir le type de personnalité que j'avais et comment, en fait, j'allais pouvoir m'adapter et si je correspondais à la culture de la compagnie et comment j'allais pouvoir m'adapter avec l'équipe pour que l'équipe sache quel type de personne arrive et comment, justement, j'allais pouvoir m'adapter à l'équipe, etc., etc. Donc, je trouve que c'est un aspect important, effectivement, justement qui est souvent mis de côté. Mais bon, je pense qu'avec le temps, ça va changer et puis j'espère en tout cas, j'espère surtout qu'avec le temps, c'est des choses qui vont changer. Moi, je pense que pour nos parents, j'ai envie de dire c'est trop tard parce que c'est une autre génération, mais je pense que nous, Mais ne je dis que mmh. les parents, quand on arrive à leur expliquer certaines choses, ils comprennent. Mmh. Ils comprennent. Je vous donne par exemple une expérience. Mmh mh. 2019-2020. Mmh. Fin 2018 d'abord. Mmh. Fin 2018, toute l'année 2019, et puis le début de l'année 2020 jusqu'en mars avant Corona. Mmh. Nous, on a eu à sillonner près d'une centaine d'écoles D'accord. pour parler aux parents sur les pratiques éducatives, etc. Mmh. Mais il y a plusieurs parents qui disaient, mais on ne savait pas ça. Mmh. C'est à chaque parent qui dit, mon enfant, voici comment il est, c'est un enfant difficile, il fait ci, il fait ça. Mais quand tu poses des questions aux parents, Mmh. il est né comment? Il a grandi comment? Mmh. Comment vous l'avez éduqué? Quand il y a eu telle situation, comment vous avez réagi, etc., etc. Mmh. Et quand ils parlent, on fait les liens. Et ils Mmh. finissent par dire, mais on ne savait pas. Mmh. Mmh. On aurait pu rattraper, mais on ne savait pas. Donc, parce que moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que, en fait, l'esprit ne guérit pas quand il oublie, mais l'esprit guérit quand il comprend. C'est ça. C'est ça. Donc, du coup, quand ces parents-là arrivent à comprendre que c'est comme si, c'est comme ça, Mmh. c'est qu'il y a quelque chose qu'on peut faire. Sinon, il y a plusieurs parents qui sont dans l'ignorance parce que on ne leur a pas bien expliqué, on n'a pas choisi en fait l'angle idéal pour leur faire comprendre ce message-là. C'est vrai. Donc, généralement, ils sont assis dans les stéréotypes, ils sont vraiment convaincus de ce qu'ils sont en train de faire. Mmh. Mais quand ils viennent, on les met face à leur réalité. Ouais. Et généralement, quand on prend le problème depuis la base, depuis les origines, jusqu'à maintenant, il commence déjà, euh, l'esprit commence à se débloquer. Mmh. Ah, donc d'accord. Eux-mêmes disent, mais tiens, il y a eu tel moment, oui, c'est vrai, il y a eu tel moment, eux-mêmes commencent à dire des choses. Mmh. Moi, par exemple, avec ma mère, elle a 84 ans cette année, Mmh. mais je sentais que souvent, avant, elle a trop de soucis, elle fait trop de soucis pour ses enfants, Mmh. voilà, trop de soucis, etc. Mmh. Pourtant, c'est bizarre, aucun de ses enfants n'est sur le carreau, hein. Mmh. Voilà, tout le monde travaille, C'est ça. mais c'est fait ouais, en fait, c'est l'angoisse de séparation. Donc, voilà, c'est fait, donc, quand moi, j'ai été psychologue, j'ai dit, mais attends, il faudrait qu'on puisse faire un truc. Or, nous, en psychologie, en fait, on ne suit pas nos proches, etc. C'est ça. J'ai dit, mais ce que je fais avec elle, ça ne sera pas un suivi, ça sera plutôt une discussion simple. Donc, Mmh. souvent, quand je vais la voir, pendant une semaine, je suis quelqu'un de très casanier, Mmh. donc, je reste avec elle, je lui dis, mais raconte-moi ta vie, tu as fait quoi, tout, comment tu as rencontré mon papa, Mmh. voilà, etc. Mmh. Et je me rends compte qu'au fur et à mesure, elle raconte, elle ne se plaint plus de maux de tête, des maux de dos, des cils, Mmh. etc. Oui, jusqu'à présent. Ah ça. Parce que elle va arriver que non, tu sais, ben bon, pas, il avait 3 femmes en fait. C'est ça. Que tu sais, voilà, on était là, Mmh. telle personne m'a fait ci, m'a fait ça, Mmh. etc. Elle libère au fur et à mesure. Mmh. Jusqu'aujourd'hui, en fait, mes aînés me demandent que, ben, ta maman, elle se plaint plus trop. Bah, il dit, mais justement parce qu'elle libère. Quand vous C'est partez la ça. voir, là, Mmh. hein, voilà, faites-la parler. C'est ça. Faites-la parler.
Donc, effectivement, c'est ce dans quoi on est. Donc, on va moins à l'hôpital. Donc, ça fait que elle raconte, en fait, elle ne sait pas que c'est une thérapie, en fait, C'est ça, c'est une thérapie, en fait, pour qu'elle libère. exactement. Et elle est plus heureuse, en fait, quand elle parle de ces histoires-là. Même les histoires douloureuses, elle Ouais. en fait des anecdotes aujourd'hui. Ah. Alors que, au fond, c'était en elle, c'était une douleur. Mais quand elle en parle et qu'elle en fait une anecdote, tu sais qu'elle a déjà surmonté ça. Tout à fait. Et c'est comme ça. En fait, avec elle, c'est comme ça, jusqu'à aujourd'hui, en fait. Ah, ok. Et ça, c'est une très bonne chose. Comme moi, je suis pas psy et que j'ai pas la patience de dire je vais aller parler avec mes parents. Mais non, par contre, c'est Donc, quelque chose qui est même les vrai. petits moments, elle fait des moments de qualité avec eux. C'est vrai. Parce que les parents sont très enthousiastes quand on leur demande, mais raconte-moi ta vie, tu as fait quoi C'est avec exact, papa, c'était comment? c'est Et exactement, ils sont contents. Même quand exactement. j'étais petit, qu'est-ce que j'ai fait, tu n'as pas aimé, et C'est puis je ça, me rappelle que tu m'as fait tel jour. c'est ça. Donc, mine de rien, souvent les parents s'en veulent. Hein. Mhm, Peut-être que il t'a battu en 1900, Toi. quelque part là-bas. Mhm, Mais ce qu'aujourd'hui, on veut, c'est d'avoir battu ce jour-là. C'est vrai. Mais l'orgueil des parents fait qu'il ne peut pas demander Il peut pas pardon, dire. s'excuser. Et puis même la Donc, culture. C'est parce qu'ils vont dire, ah non, voilà, parce que culture malinké, là, dans laquelle j'ai grandi, c'est vraiment ça, en fait. exactement. Et on ne C'est demande pas exactement pardon aux enfants. C'est ça. ça. Donc, tu vas voir que maintenant, là, quand tu vas parler, ah, tu m'as frappé ce jour-là, cela va dire non, mais tu avais fait ça, etc. Et puis, on va se sentir un peu plus libéré. C'est ça. Voilà, parce que tu en parles avec sourire, elle aussi, elle en parle avec sourire, ça C'est devient ça. anecdote, puis ça part. Mais c'est ce que Donc, j'allais il faut dire, apprendre justement. à se libérer de beaucoup de choses. C'est vrai, mais c'est ce que j'allais dire justement, parce que j'allais dire, en fait, je ne suis pas psychologue, donc je ne sais pas si je peux adopter cette approche, mais j'avoue que chaque fois que Non, en on fait, repart voir, exactement, ce que je veux dire, c'est mhm, que ça, par exemple, c'est avec les non-psychologues même, c'est aux non-psychologues qu'on dit ça. ah, ok, Parce que très souvent, quand tu vas dire maman, il faut aller voir un psychologue, ça ne va pas passer. ah, ah. Jamais. Ça ne va pas passer. Mhm, Donc, c'est à eux, on dit généralement, faites-leur parler. Faitres-leur parler, gens qu'ils racontent un peu leur vie, Ouais, etc. Et c'est très thérapeutique pour eux. ok. Mais ça, c'est une bonne Voilà, chose à c'est savoir. Parce que je sais que, par exemple, mon père, par exemple, il aime beaucoup raconter. Ben, il aime beaucoup raconter. Il suffit d'un rien pour le démarrer. Mais, par exemple, j'ai appris, quand la dernière fois que je l'ai vu, justement, j'ai appris beaucoup de choses sur, parce que mon père aussi vient d'une grande famille polygame et tout, avec beaucoup de frères et sœurs et tout. Et justement, j'ai appris justement comment, parce qu'ils étaient en Guinée, et autant de Sékou Touré, donc comment lui, il a fait pour sortir de la Guinée, autant de Sékou Touré où on sait qu'on ne sortait pas de la Guinée, sinon, bon, c'était ça au Cambaro, parce que tu allais mourir là-bas, parce qu'on allait te tuer et tout. Donc, il a parlé de cette expérience-là et tout. Et puis, bon, c'est vrai que ça m'a fait voir mon père d'un autre œil, quoi, en fait, et tout. Donc, c'est une thérapie pour eux, mais c'est aussi une thérapie pour nous, en fait. oui, Parce qu'on se rend compte de tout ce par quoi ils sont passés pour arriver là où ils sont, qui fait que nous aussi, on est là où on est, en fait. Donc, c'est vraiment, et justement, je pense que c'est cette manière de vulgariser la thérapie, en fait, et se dire juste, en fait, c'est des discussions, en fait, et puis, et puis aussi les ramener dans leurs souvenirs, parce que mon père aussi, il est âgé, il a 80, non, il va avoir 80 voilà. et quelques années, donc ça leur permet aussi de garder leur mémoire et tout, et puis vraiment de faire travailler cette transmission-là, parce que quand ils arrivent à cet âge-là, je pense que c'est tout ce dont ils ont besoin, en fait. C'est la transmission. Et puis, ils aiment bien que les enfants leur demandent ça. Mhm, mhm. Ils aiment bien ça parce qu'ils vont se dire, au moins, ils s'intéressent à moi. Parce que c'est vrai qu'il y a les attentions, non, papa, je t'aime, on est là avec Mhm, toi, etc. mhm, Mais lui permettre, ou bien leur permettre d'expliquer, en fait, leur vie, leur montrer on est beaucoup plus intéressé par eux, par leur mhm, vécu, ce qu'ils ont vécu, tout ça. mhm. Ça les met tellement à l'aise parce que vous allez voir qu'ils n'ont pas eu d'autres personnes à qui raconter ça. C'est ça, c'est vrai. Donc, ils ont ça en eux, ils n'ont pas envie de partir avec, mais ils se demandent, mais est-ce que on ne va pas dire ça, c'est histoire des vieux? Est-ce qu'on ne va pas dire ça, c'est histoire de ceci? Mais quand ils sont à l'aise Mhm, de savoir qu'on est vraiment disposé à les écouter, mhm. tu vois que ça va en fait. C'est ça, c'est vrai. C'est-à-dire, toutes les maladies de nos parents ne Mhm. sont pas toutes des maladies liées à des microbes, des maladies physiques. C'est vrai. Il y a beaucoup de maladies émotionnelles. Mhm.
Donc, il faut leur permettre de beaucoup libérer ça pour qu'on ait moins de soucis à se faire. Tout à fait. C'est vraiment ça. Okay. Donc, on me dit très souvent, les parents, ils sont carrés, ça ne change pas, etc. Je dis, peut-être que vous n'avez pas la bonne approche avec eux. C'est vrai que je ne parle pas des jeunes parents de maintenant, là. Mais nous autres, là, non. il y a plus d'approche avec eux, leur permettre de beaucoup libérer. Ça fait plaisir. Tout à fait. Mais j'aurais une dernière question, en fait, justement, pour clôturer cet entretien. Est-ce qu'on peut guérir d'une maladie mentale? Je veux dire, c'est ce que les gens n'ont pas compris. La question, avant de répondre, que je vais par exemple te retourner, c'est que est-ce qu'on peut guérir du paludisme? En fait, oui et non, parce que le virus reste dans le sang 10 ans. Ok. Donc, c'est la même question. Quand on guérit du paludisme, là, on peut rechuter, non? Tout à fait. Voilà, toute maladie, quand on guérit, on rechute. C'est la même chose au niveau de la santé mentale aussi. Les gens vont se dire que non, et il a suivi une thérapie par rapport à la dépression, etc. Mais il ne comprend pas. 6 mois après, il a rechuté, ou encore 1 an, et après, il a rechuté, etc. C'est là que je dis aux gens, en fait, le paludisme, là, quand on a fini de soigner et que tu retournes à la diagnostic, tu auras encore le paludisme. Le paludisme, là, tu n'as pas pris soin de toi par rapport à certaines choses, tu auras encore le paludisme. Et c'est la même chose pour la santé mentale. C'est-à-dire, pour tel problème-là, on te suit. On va faire la thérapie, tout. Ça va commencer à aller, etc. Maintenant, si tu vas te remettre dans les mêmes causes de ton problème, tu vas forcément rechuter. Bien sûr. Voilà, en fait, c'est vraiment ça. Sinon, une maladie mentale, on peut en guérir tout simplement, à moins que ça ait des relents biologiques. Quand ce sont des relents biologiques, ce qu'on fait sont comment on appelle ça, des adaptations. Donc, du coup, la personne arrive à vivre normalement, voilà. Mais on sait qu'il y a des moments où la personne va faire des crises. Mais ces crises-là ne seront pas permanentes. Ce seront des crises passagères. Ok. Voilà. Ça vient et puis ça part, et puis la personne continue, comme dans le cas de la dépression chronique. C'est ça. Donc, ça va venir et puis bon, ça passe et puis on vit naturellement. Donc, on est conscient qu'il y a des moments que ça peut arriver et puis bon, on peut vivre tranquille, quoi. Ça ne nous empêche pas de vivre, en fait. C'est ça. Ok. Ben, en tout cas, vraiment, merci beaucoup, Nour. Vraiment, j'ai vraiment apprécié cet entretien. Donc, je pense que la leçon que tout le monde doit retenir ici, c'est que comme vous allez faire votre bilan de santé, il faut faire un bilan psychologique. Savoir comment ça, parce que comme on dit, c'est important, et juste comprendre que c'est un mécanisme de défense qu'on a, et que c'est important en fait de s'assurer que le mécanisme est toujours en place, qu'on a toujours les bons outils pour faire face à ce que la vie va nous présenter. Donc en tout cas, j'espère que on a répondu aux questions que vous aviez, que vous n'aviez pas et que vous ne saviez même pas que vous aviez. Et je vous dis merci encore, Nour, et puis aux auditeurs, c'est ça, et aux auditeurs, je dis à très bientôt sous le baobab.